physiologiste Benjamin Libet, dans un article Princeps datant de 1983, traite de la relation entre les intentions conscientes et l'activité neuronale qui les précède. Le résultat est surprenant. Contre toute attente de l'auteur qui croit lui-même au libre arbitre, l'activation cérébrale précède la décision consciente de plusieurs centaines de millisecondes. Le cerveau décide de notre comportement et nous ne sommes informés de nos décisions que rétrospectivement. Cette expérience, maintes fois répliquée depuis, montre des facteurs inconscients en amont jusqu'à 10 secondes avant la prise de conscience, comme l'ont montré plusieurs études, dont celle de Soon, utilisant l'IRM fonctionnel. Mais, passablement contrarié par son résultat, Benjamin Libet pense qu'il peut continuer à croire dans le libre arbitre en suggérant un droit de veto lorsque l'intention de l'action deviendrait consciente, soit une petite parcelle de liberté, dans la possibilité d'un refus conscient. Mais les événements neuronaux qui inhibent une action planifiée sont initiés de la même façon, soit avant la prise de conscience. Autrement dit, pour Libet, je veux faire n'est pas libre, mais je ne veux pas faire le serait. Ce pseudo-droit de veto ne fait que remettre un peu d'eau dans la machine à brouillard. Depuis cette étude Princeps de Libet, d'autres études ont montré que le cerveau travaille et choisit en amont de la prise de conscience de l'individu. Ainsi, une étude de 2019 tente de voir s'il est possible de prédire le contenu librement choisi d'une imagerie volontaire à partir de signaux neuronaux antérieurs. Les résultats montrent que les expérimentateurs ont décodé le contenu de l'imagerie jusqu'à 11 secondes avant la décision volontaire. Les auteurs précisent: nos résultats suggèrent que le contenu et la force de l'imagerie mentale sont influencés par des représentations neuronales de type sensoriel qui émergent spontanément avant la volonté. Cependant, tous les spécialistes en neurosciences ne sont pas d'accord avec ces conceptions déterministes d'une volonté déterminée qui se formerait en amont de la prise de conscience. Ainsi, un collectif international de chercheurs affirme que la théorie du déterminisme strict n'est pas tenable si l'on se réfère aux découvertes des neurosciences en matière d'apprentissage. Selon eux, l'individu est dans un système de contraintes qui laisse une marge de manœuvre que l'on peut exploiter au travers du langage. Les auteurs avancent l'hypothèse que le processus d'apprentissage des langues mobilise un type de causalité descendante. Autrement dit, le langage comme cause non causée, c'est-à-dire un retour au dualisme. Toujours dans le cadre des contrefeux spiritualistes, pour le neurobiologiste Jean-Baptiste Pochon, jamais on ne pourra affirmer catégoriquement l'abolition du libre arbitre chez quelqu'un sur la seule base des données fournies par l'imagerie cérébrale. C'est vrai, oui, car on ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. On ne peut prouver que l'existence des choses. Dans une optique naturaliste, ce serait aux partisans du libre arbitre de prouver son existence. Voici quelques positions de différents spécialistes en psychiatrie ou en psychanalyse. Ainsi, pour le psychiatre Henri Hay, la maladie psychiatrique est une pathologie de la liberté. La maladie mentale, c'est ce qui aliène, altère le libre arbitre. Soit une position éminemment spiritualiste, car pour parler d'altération du libre arbitre, encore faudrait-il prouver que celui-ci existe. D'autres auteurs plus récents excluent cette notion de libre arbitre. Par exemple, pour le psychiatre Boris Cyrulnik, bien sûr qu'il existe des déterminismes. Il existe des convergences de déterminisme biologiques, psychologiques, affectifs, socioculturels, religieux ou spirituels. C'est cette convergence qui fait qu'un enfant s'orientera dans une direction ou dans une autre. Toujours du point de vue naturaliste, André Green, psychanalyste, déclare: le psychisme humain dépend d'un double déterminisme, qui est à la fois naturel et culturel. Toujours dans une optique naturaliste, Jean-Pierre Changeux écrit: pour le neurobiologiste que je suis, il est naturel de considérer que toute activité mentale, quelle qu'elle soit, réflexion ou décision, émotion ou sentiment, conscience de soi,
est déterminée par l'ensemble des influx nerveux circulant dans des ensembles définis de cellules nerveuses, en réponse ou non à des signaux extérieurs. J'irai même plus loin en disant qu'elle n'est que cela. Pour Sapolsky, professeur de biologie, des mots comme punition, justice, libre arbitre, malfaisant et âme sont complètement hors de propos et scientifiquement obsolètes lorsqu'il s'agit de comprendre notre comportement. C'est extrêmement compliqué de faire comprendre aux gens que nous sommes de simples créatures biologiques. La relation entre maladie mentale et lésions organiques cérébrales a été étudiée par le psychiatre Ali Ahmad, ayant examiné 83 000 scanners cérébraux. Il écrit dans cette étude: la recherche en imagerie cérébrale appliquée a ainsi pu montrer que les maladies mentales étaient associées à des anomalies de la structure et de la fonction du cerveau. Il s'agit d'une évolution majeure dans la conception de la maladie mentale, qui a longtemps été définie par son absence de lésions organiques. Il convient ici de souligner que la dichotomie entre maladie psychiatrique et organique est encore très présente dans le vocabulaire médical. Pourtant, à la lumière des recherches menées ces dernières décennies, cette dichotomie n'a plus lieu d'être. Une autre façon de le dire est d'affirmer que les maladies mentales correspondent à des anomalies organiques et rien d'autre. Pour Patrick Agar, professeur en neurosciences cognitives et spécialiste de l'action volontaire, notre cerveau nous joue des tours astucieux pour nous donner une impression de contrôle qui fait que nous nous considérons responsables de nos actions. Plus on connaît les processus cérébraux de décision, moins l'existence du libre arbitre paraît vraisemblable. Nos actions sont clairement le résultat d'une chaîne causale d'activité neuronale dans les zones prémotrices et motrices du cerveau. Toujours dans le cadre du paradigme naturaliste, le neurochirurgien Rapoport écrit: les résultats de la stimulation cérébrale, les observations de patients atteints de pathologies cérébrales et les expériences psychologiques et d'imagerie cérébrale montrent que notre libre arbitre est fragile et sujet à des manipulations et à des distorsions. Il semble être une perception plutôt qu'un mécanisme causal du comportement. Pour prendre un exemple de corrélation entre lésions cérébrales et troubles de la personnalité, voici le cas de Phineas Gage, qui lors d'un accident du travail a eu le cerveau perforé par une barre de fer. Il a survécu, et si ses facultés d'attention, de perception, de mémoire, de langage et d'intelligence sont restées intactes, sa personnalité avait changé. La lésion du cortex préfrontal a privé le patient de ses capacités à suivre les règles sociales généralement admises à son époque et la faculté de faire des choix dans son propre intérêt. Son cerveau ne faisait plus le lien entre raison et émotion. Il avait perdu le contrôle de lui-même. Autres influences et biais insoupçonnables, mettant à mal un pseudo-libre arbitre tout-puissant, voici un petit problème, théoriquement. Une raquette et une balle de ping-pong coûtent au total 1,10 €. Sachant que la raquette coûte 1 € de plus que la balle, combien coûte la balle? La réponse la plus fréquente est bien sûr que la balle coûte 10 centimes. Eh bien non, comme le montre ce calcul. Question importante concernant l'agressivité. Pourrait-elle dépendre d'un libre arbitre déficient ou de structures cérébrales biologiques déterminées? Le neurobiologiste Robert Blair, spécialiste en neurosciences cognitives et affectives, écrit: les cas prototypiques d'agression impulsive, ceux associés à la colère, impliquent le recrutement des structures du système de réponse aiguë aux menaces, c'est-à-dire l'amygdale, l'hypothalamus et le gris périaqueducal. Que le recrutement de ces structures aboutisse ou non à une agression impulsive reflète les rôles fonctionnels du cortex frontal ventromédian et du cortex insulaire dorsomédial frontal et antérieur dans la sélection de la réponse. Prenons le cas maintenant d'une déviation sexuelle préoccupante pour la société,
la pédophilie. Il existe des cas de pédophilie acquise, qui incluent notamment un homme de 40 ans avec une tumeur dans le cortex orbitofrontal, un homme de 67 ans atteint de sclérose hippocampique, ou encore un homme de 50 ans atteint d'une tumeur, un gliome, impliquant le thalamus, l'hypothalamus, le mésencéphale ventral et le pons. Il semble bien qu'il existe des substrats anatomophysiologiques neurologiques concernant cette déviance, qu'elle soit d'ailleurs idiopathique ou acquise. Autre cas terrible pour notre société, les sociopathes. Les criminels antisociaux ont des cerveaux différents de la normale. L'imagerie cérébrale montre qu'ils ont moins d'empathie, sont plus impulsifs et ont plus de difficultés à comprendre les émotions d'autrui. Nos résultats tendent à démontrer que les comportements antisociaux peuvent émerger de 4 mécanismes cérébraux différents, en grande partie dépendants de la localisation de la lésion cérébrale. Une petite note en passant. Sur tous ces sujets, les mots ont évidemment leur importance. Par exemple, on parle indifféremment d'autonomie ou d'autodétermination de l'individu, comme si ces notions étaient identiques. En fait, l'autonomie est compatible avec le déterminisme, c'est-à-dire la thèse selon laquelle nos actions sont le résultat nécessaire de causes antérieures. Un animal peut être autonome dans son environnement sans pour autant avoir de libre arbitre, il suit les lois naturelles. De l'autre côté, l'autodétermination supposerait un libre arbitre métaphysique, se déterminer être cause de soi-même, en dehors de toute influence ou détermination interne et externe. Autrement dit, l'autonomie ne nécessite pas le libre arbitre, contrairement à l'autodétermination. Pour prendre un exemple, certains médicaments peuvent créer des troubles de personnalité et des addictions. Quand un patient traité pour une maladie de Parkinson se ruine au casino, ce n'est pas son autodétermination qui est en cause, du fait d'un médicament, mais son autonomie. L'addiction est bien le fait du médicament et non d'un libre arbitre quelconque. Plus généralement, on peut se demander en quoi la croyance, ou à l'inverse le scepticisme, concernant un libre arbitre ontologique, peut-elle modifier la prise en charge des patients en psychiatrie? C'est toute la conception du trouble mental qui est en jeu. Est-ce que le patient est responsable de sa maladie? Coupable? Victime? Acteur? Dans la relation thérapeutique, est-ce qu'il faut avoir une posture plutôt directive, collaborative, participative? Quel est le degré de consentement du patient, d'adhésion, de motivation, de coopération? Concernant les méthodes d'intervention, il y a des techniques plus ou moins invasives, contraignantes, persuasives, suggestives. Certains auteurs estiment que le concept de libre arbitre devrait être abandonné pour faire place à des concepts tels que l'autonomie, l'action, la capacité de prise de décision et la maîtrise de soi. En pratique, la psychologue Gail Goodman résume assez bien cette nécessité de choix idéologique qui débouche fort heureusement sur une meilleure prise en charge des patients, car personne n'est coupable d'être dépressif, psychotique, angoissé, etc. Elle écrit « En tant que praticienne, j'ai choisi de travailler dans un cadre déterministe. Percevoir le patient de manière déterministe me permet de sympathiser même avec les expériences intrapsychiques les plus indescriptibles. Je partage avec mon patient les conditions préalables qui provoquent efficacement nos expériences communes. C'est cette empathie pour notre part de condition humaine, dans toute sa fragilité et ses grossièretés, communiquée par l'interprétation qui semble donner naissance au processus de guérison.